deuxième sens externe que Nelson Goodman privilégie, visiblement afin de diminuer l'importance de la notion de ressemblance dans l'analyse du concept de représentation. Dans le premier chapitre de Languages of Art, il écrit « C'est un fait évident que pour pouvoir représenter un objet, une image doit en être un symbole, donc en tenir lieu, y référer, et c'est tout aussi évident que la ressemblance, quel que soit son degré, ne suffit pas à établir la relation de référence requise. Une image qui représente un objet, de même qu'un passage qui en décrit un, se réfère à lui et plus particulièrement le dénote. Mais il est clair qu'une même image peut représenter telle ou telle chose selon le premier sens indiqué plus haut et une chose toute différente selon le deuxième sens, parce qu'il se trouve que nous utilisons cette image pour tenir lieu de quelque chose d'autre. Supposons par exemple que je désire indiquer la position de mes troupes sur une table et qu'il ne me reste plus de punaises ou de drapeaux. Il se trouve que je dispose d'une pile d'instantanés que je me borne à disposer d'une manière particulière. Ceci est la patrouille de Smith, cela est le bataillon de chars de Leinsdorf. Par un de ces hasards bienheureux, que nous invoquons souvent ici, il se pourrait que sur un des instantanés, il y ait Smith et ses hommes souriant sous leur casque. Cet instantané représente donc la patrouille de Smith selon deux sens différents, qui n'ont en fait rien à voir l'un avec l'autre, étant entendu que la ressemblance est tout à fait superflue dans une problématique dénotationnelle. Une carte sur laquelle la ville de New York serait désignée par une minuscule image de New York n'en serait pas nécessairement plus exacte pour autant, mais simplement plus décorative que telle autre, qui ne la marquerait que d'une grosse tache. Personne n'irait penser que New York ressemble à une tache, mais avoir l'air d'eux n'est pas une condition suffisante ni nécessaire pour le genre de désignation à laquelle Goodman réserve une place centrale dans son analyse. Le fait que dans une paire d'objets semblables, aucun des deux ne doit nécessairement tenir lieu de l'autre, montre clairement que la condition n'est pas suffisante, et Goodman ajoute qu'elle n'est pas nécessaire non plus, puisque presque n'importe quoi peut servir à renvoyer à n'importe quoi, et cela est si vrai du moins si l'on prend le terme représentation au sens goodmanien, qu'on peut se demander pourquoi il emploie le qualificatif restrictif presque. Il serait certainement peu pratique de choisir le World Trade Center comme signe tenant lieu de cette mouche ici, ou le son d'un sifflet, pour référer à la pyramide de Khéops. Mais si l'on fait abstraction de ces restrictions pratiques, tenir lieu d'eux est une simple relation de monstration ou de dénotation. La représentation en ce sens du terme se réduit pratiquement à sa fonction, et elle pourrait donc être ce que Russell appelle un nom propre logique, c'est-à-dire un pur terme de nomination sans aucune connotation descriptive. C'est ainsi que les propriétés d'un bouton de colle deviennent insondables dès lors qu'on s'en sert pour représenter Leinsdorf. Mais si nous mettons côte à côte le cas où la patrouille de Smith est représentée accidentellement par un instantané, et celui où elle est représentée intentionnellement par sa photo, il semble certain qu'il existe un lien entre l'aspect de la patrouille de Smith et ce que montre l'instantané, car bien que n'importe quelle image puisse représenter n'importe quoi, si on réduit la représentation à sa fonction dénotative, il n'est pas vrai que n'importe quelle image puisse représenter n'importe quoi selon l'autre sens du verbe représenter. La vue de Tolède représente Tolède et Madame Siddons, en muse tragique, représente Madame Siddons. Et bien que nous puissions décider que le portrait dénotera Tolède et la vue de la ville Madame Siddons, ça serait certainement faux de dire que la vue de Tolède dépeint Madame Siddons et le portrait de Reynolds la ville espagnole. Il est loin d'être évident que le fait de dépeindre quelque chose n'exige pas que l'image ressemble à ce qu'elle dénote, si elle dénote quelque chose. Et en tout cas, il est hors de doute que l'imitation, elle exige une telle relation de ressemblance. Ainsi, il ne suffit pas d'attribuer une structure spécifique à l'imitation ou l'image, mais il faut en plus admettre l'existence d'une relation projective entre celle-ci et ce qui est dénoté, du moins lorsqu'il s'agit d'une imitation ou d'une image vraie. C'est à cela que je pensais en disant que les images et les imitations possèdent comme les termes un sens et un référent. Et pour qu'une communication réussie soit possible, il faut que les deux soient reliés de manière adéquate. Bien qu'on puisse se servir de l'expression étoile du soir pour désigner la lune, il n'en
reste pas moins que la Lune n'est pas le référent d'étoile du soir. Bien entendu, Goodman sait cela aussi bien que tout un chacun, quelles que soient ses idéologies sémantiques, car il est obligé lui aussi de marquer d'une manière ou d'une autre la différence entre le sens et le référent d'une image. Une photo de Churchill bébé et une photo de Churchill pendant ses derniers jours comme Premier ministre sont co-référentielles. Elles se rapportent au même individu, mais il serait absurde de dire que la première image est une photo de Churchill pendant ses derniers jours comme Premier ministre et que la deuxième est une photo de lui comme bébé. De même, étoile du matin et étoile du soir sont deux expressions co-référentielles. Pour autant, la première n'est pas ce que nous pourrions appeler une description de l'étoile du soir, ni la seconde une description de l'étoile du matin. C'est ce qui est en jeu dans ces cas, c'est la question de savoir ce dont les images sont des images, ou à propos de quoi sont les descriptions selon l'acception interne du terme représentation. Si selon l'acception externe, la représentation est un concept relationnel, il n'en est pas de même si on la prend selon son acception interne. Dans ce cas, il s'agit, comme dirait Goodman, d'un concept qui est utilisé pour classer des représentations. Les prédicats subsumés servent à trier les images selon différents genres, par exemple les images qui représentent Pickwick, celles qui représentent le Christ, celles qui représentent Don Quichotte, et ainsi de suite. Et en général, nous sommes capables de dire quelles images correspondent à l'un ou à l'autre, alors que nous sommes incapables de dire quelles images ont une fonction représentationnelle selon l'acception relationnelle du terme, à moins qu'on ne nous ait informé explicitement. Car une image de Pickwick peut fort bien être utilisée pour désigner le Christ ou n'importe quoi d'autre. Et comme pour tous les termes relationnels, il ne suffit pas d'examiner un des termes pour savoir si la relation est réalisée. Identifier quelque chose comme étant une image de X, ou plus précisément une image de X, est un acte de reconnaissance, alors que nous ne reconnaissons pas en ce sens-là un nom. Dans cette perspective, réactivons l'exemple d'un enfant ayant appris à inventorier des objets et disposant des capacités de reconnaissance requises pour trier les chaises, les tables, les tapis et les tasses d'un intérieur donné, activité dont on serait tenté de penser qu'elle est une simple conséquence de la maîtrise de termes tels que chaise, table, tapis ou tasse. Il y aura évidemment toujours des cas limites qui feront problème, notamment lorsqu'un objet peut être classé selon deux manières, ou s'il apparaît inclassable. Mais cela importe peu, car ce que je voudrais dire, c'est qu'en utilisant les mêmes critères d'identification, l'enfant devrait être capable de repérer toutes les images appartenant au ménage, à cette différence près que cela ne nous amènerait sans doute pas à en conclure qu'il maîtrise le concept d'image. Pour cela, il doit être capable de dire de quoi une image donnée est l'image, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir distinguer l'image d'une femme de l'image d'une maison. Il est vrai qu'il s'agit peut-être d'un simple exercice de taxinomie, comme lorsqu'on est capable de distinguer l'Epplewhite du Sheraton, mais il n'en existe pas moins une différence en ce que les expressions de ou à propos de, ces prédicats de contenu, ne s'appliquent pas aux autres objets du ménage, excepté peut-être aux livres. Les capacités recognitionnelles sont acquises très tôt et sont peut-être même innées. Dans son article « La représentation des objets et des personnes », le psychologue Julian Hochberg nous apprend qu'un enfant de 19 mois qui avait acquis son vocabulaire uniquement à travers l'usage d'objets matériels et qui n'avait bénéficié d'aucun apprentissage ni obtenu la moindre instruction concernant la signification ou le contenu pictural, en fait il n'avait pratiquement pas eu d'image, était capable de reconnaître des objets sur des dessins bidimensionnels à contours et sur des photographies. Ainsi donc, cet apprentissage n'est pas un processus à part, mais accompagne le cours normal de l'acquisition des facultés nécessaires pour voir les contours des objets dans le monde réel. Avec le dessin au trait, les artistes n'ont pas inventé un langage complètement arbitraire. Ils ont découvert un stimulus qui est équivalent au trait grâce auquel le système visuel encode normalement les images des objets du champ visuel et qui guide l'activité intentionnelle. Quant au chimpanzé Nim Chimpsky, il n'a visiblement aucune difficulté à reconnaître les images d'objets qui lui sont déjà familiers en dehors du contexte pictural tel que des chiens ou des ballons, ni à utiliser le même signe pour l'image et l'objet sans que cela donne lieu à la moindre confusion. Il n'essaie jamais d'importuner l'image d'un chien ni de lancer une image de ballon. Il est frappant de constater que nous employons le même vocabulaire lorsqu'il s'agit d'images et lorsqu'il s'agit de leur réplique non picturale dans le monde réel. Et bien que l'enfant
apprennent peu à peu à connaître quelles images sont celles d'objets qui n'existent pas, tels que trolls, lutins et monstres, ils n'auraient aucun mal à reconnaître ces derniers s'il existait réellement, grâce à l'analogie, des mécanismes de reconnaissance signalés par Hochberg. On pourrait donc imaginer le cas d'un enfant ayant acquis tout son vocabulaire à partir d'images et n'ayant eu aucun contact avec des objets matériels, et qui pourtant n'aurait aucune difficulté à étendre les prédicats ainsi acquis une fois qu'on l'aurait introduit dans le monde des objets tridimensionnels. Pour pouvoir expliquer cette faculté recognitionnelle, il faut sans doute qu'un objet donné et son image soient aussi ressemblants que deux objets désignés par le même nom. Bien entendu, il n'est pas évident que cette faculté qui permet à l'enfant ou au chimpanzé d'apprendre à identifier les images, comme étant des images de quelque chose, leur permette aussi d'apprendre qu'elles tiennent lieu de ce dont elles sont des images, puisqu'il s'agit là de deux questions logiquement distinctes. Mais c'est justement pour cette raison qu'il devrait être clair qu'apprendre quand une image tient lieu de quelque chose a peu à voir avec le fait d'apprendre de quoi elle est l'image. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un concept pictural de la représentation qui complète le concept désignationnel, selon lequel les images, à la manière des portraits, dénotent ce à quoi elles ressemblent. Un enfant peut être capable de rassembler les images de maman et même d'agrandir l'ensemble initial longtemps avant d'acquérir la notion de portrait, qui implique la possibilité d'une dénotation. Il existe une différence entre le fait de dessiner une image de maman et celui de faire le portrait de maman. Il arrive souvent qu'une image soit reconnue, et dans certains cas, il faut même qu'elle le soit comme étant l'image de quelque chose, sans qu'elle serve à désigner quoi que ce soit. On n'a qu'à penser à l'exemple des hiéroglyphes. Parmi les hiéroglyphes égyptiens, il existe une image de faucon. Elle est stylisée et conventionnelle comparée à un faucon peint par Audubon, mais celui-ci serait impropre à la fonction d'hiéroglyphe et interromprait l'acte d'écrire. Comme cela est typique pour les hiéroglyphes en général, l'image de faucon sert de phonogramme à l'intérieur d'un syllabaire pictographique. Elle a pour fonction de véhiculer une valeur phonétique spécifique appartenant à un mot qui peut fort bien n'avoir rien en commun avec des faucons. De la même manière, les lettres C-A-T du mot concatenate n'ont rien à voir avec un chat, cat. Mais si nous mettions l'image d'un chat à la place des trois lettres, elle véhiculerait les sons du mot cat. Je pense que les images remplissent ici à peu près la même fonction que dans les rébus. Mais parfois l'image de faucon est au sujet de ce que spontanément nous supposerions vu son aspect, à savoir au sujet de faucon, le mot grâce auquel on les désigne correspondant évidemment au son que la forme du faucon identifie dans la chaîne hiéroglyphique. Lorsqu'un hiéroglyphe fonctionne de cette manière, une marque spéciale, un genre de Inaltsastrik, indique qu'il faut le considérer non comme véhicule d'une unité acoustique, mais pour lui-même, c'est-à-dire comme un morphème pictural qui signifie ce qu'il montre. Il ne dénote pas nécessairement quelque chose, mais lorsque cela est le cas, ce qu'il dénote fait partie de l'extension du mot égyptien correspondant au terme français faucon. Et comme il s'agit d'une image, elle ressemble à ce qu'elle dénote. Bien entendu, elle ressemble aussi à des choses qui ne font pas partie de l'extension du terme. Par exemple, à d'autres images de faucon, mais rien de ce à quoi elle ne ressemble pas ne saurait faire partie de son extension, étant donné les conventions égyptiennes de la ressemblance. Le fait qu'il existe des objets auxquels elle ressemble, mais qu'elle ne dénote pas, est simplement une conséquence de l'ambiguïté picturale. D'après le Tractatus, une proposition ressemble à une autre proposition ayant la même forme logique, tout autant qu'elle ressemble au fait qu'elle reflète, mais elle ne reflètera pas cette autre proposition, à moins qu'on ne lui prête cette fonction. De même, une image peut ressembler autant à une autre image qu'elle ressemble à ce qu'elle dénote, si elle dénote quelque chose, sans qu'il s'ensuive qu'elle dénote cette autre image. Dans bien des cas, les images ne possèdent aucune intention dénotationnelle. Elles ne servent pas à représenter quelque chose au sens relationnel du terme, mais lorsqu'elles dénotent quelque chose en tant qu'image. L'existence d'une relation de ressemblance est une nécessité conceptuelle, comme elle l'est pour l'imitation en tant que telle. Inhaltsstrik, en allemand dans le texte, trait de contenu, concept repris de Frege. Comment pourrait-il en être autrement ? S'il est vrai que la représentation mimétique procède de la représentation magique exemplifiée, de manière paradigmatique que dans les rites dionysiaques, tels que les a décrits Nietzsche,
rites au cours desquels le Dieu est réellement appelé à se représenter, cela à l'aide d'une technique religieuse appropriée. Chaque apparition du Dieu ressemble aux autres, et une représentation mimétique de l'apparition du Dieu leur ressemble elle aussi, sauf que dans ce cas l'épiphanie est dénotée par les structures tragiques. De même, si originairement on érigeait des statues des rois ou des dieux dans l'intention qu'ils fussent présents partout où leur forme était présente, elles devaient être jugées ressemblantes à ce qu'on considérait être le roi ou le dieu représenté. Et lorsque cette relation magique, fondée sur une identité complexe, eut cessé d'exister et que les statues commencèrent à être considérées comme des représentations des rois ou des dieux, le changement de leur fonction sémantique n'a pas impliqué une transformation de leur forme, ou plus exactement aussi longtemps que les figures et les rites avaient été structurés magiquement, ils n'avaient pas possédé de structure sémantique. Ils l'acquirent seulement à partir du moment où ils devinrent des représentations tenant lieu de ce à quoi ils étaient aussi censés ressembler. Avec le temps, le fait de tenir lieu d'eux, donc la fonction dénotative, devenait de moins en moins important pour les œuvres d'art. Si l'on accepte les œuvres commémoratives, telles les portraits, les peintures d'histoire et ainsi de suite. Mais notre analyse n'en est pas encore là. Ce que je voudrais souligner ici, c'est le fait que toutes ces choses que nous appelons des statues, des gravures, des rites, ont subi une transformation. Originairement, elles avaient simplement été une partie de la réalité, qui elle-même était structurée magiquement en ce sens que des objets particuliers, considérés comme possédant des pouvoirs spéciaux, étaient capables de présentations multiples, avant d'en devenir peu à peu à s'y opposer, à se situer en dehors d'elle, à lui faire face, pour ainsi dire, à la réalité, subissant à son tour une mutation correspondante, au cours de laquelle elle perdit cet aspect magique que les hommes lui avaient prêté autrefois. L'œuvre d'art devint une représentation du même genre que le langage l'est pour nous, bien que jadis, même le langage, les mots, aient constitué un aspect magique de la réalité et aient été une partie intégrante de la substance des objets, alors que pour nous les objets font simplement partie de l'extension des mots.